Ayaté Kwasi. Je suis greffier de formation. Actuellement, je suis le greffier en chef du tribunal de commerce de Lomé. Mais également, je suis l'administrateur du fichier national du RCCM au Togo. Merci. De la gestion des deux registres, à savoir le registre du commerce et du crédit immobilier et le registre des sociétés coopératives. Autrement dit, il s'agit de comment tenir de façon pratique les deux registres. Et nous avons dans la rédaction adopté un style très simple qui consiste d'une part à faire une brève description de toutes les notions ou termes abordés dans l'ouvrage, suivi de la procédure. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple le terme immatriculation, donc nous définissons ce qu'est l'immatriculation, et pour une formalité d'immatriculation d'une société, quelles sont les pièces par exemple qui sont produites à l'appui de la demande par un opérateur économique pour être immatriculé. Donc voilà la technique adoptée pour vous donner une idée sur comment ou bien sur l'objet de l'ouvrage. Maintenant, pour avoir un aperçu beaucoup plus large sur ce qu'est traité dans l'ouvrage, l'ouvrage est réparti en deux grandes parties. Premièrement, il y a la présentation générale des deux registres et secondo, nous avons abordé la pratique même des deux registres, comment est tenu ces deux registres. Donc si vous voulez, je peux toutefois donner à titre illustratif les chapitres qui ont été abordés. Je peux aller? Ok, d'accord. Okay. Donc par rapport la première partie qui est consacrée à la présentation générale des deux registres, cette partie comprend 8 chapitres. Le premier chapitre traite de l'origine et l'utilité du RCCM et du RSCOOP. Le chapitre 2, les deux registres sont présentés comme un instrument d'amélioration du climat des affaires en Afrique. Chapitre 3, on a abordé la nomenclature des codes de numérisation, comment on attribue les numéros lorsqu'on fait une formalité d'immatriculation, de modification, de radiation, etc. Le chapitre 4 parle de la relation qui existe entre le RCCM et le RSCOOP. Comment avons-nous concilié les deux registres pour le mettre dans un et unique ouvrage. Le chapitre 5 parle de l'accueil du public et la gestion du temps dans les services qui gèrent les deux registres. Donc voilà la première partie. La deuxième partie qui aborde la pratique des deux registres proprement dit comprend au total 8 chapitres. Le premier chapitre est relatif aux acteurs du monde des affaires. Et de ce groupe-là, on a extrait en deuxième chapitre les assujettis aux deux registres proprement dit. Est-ce que tout le monde est assujetti à ce registre et quels sont les critères qui obligent un opérateur économique à venir s'immatriculer au RCCM. Donc au chapitre 3, les principales formalités au RCCM et au RSCOOP. Donc par formalité, on entend par l'immatriculation, la création, la modification lorsqu'il y a un changement de situation, la dissolution en cas de difficulté et la radiation lorsque la personnalité juridique de l'entreprise est éteinte. Et nous avons abordé également les autres formalités, à savoir les dépôts, les transcriptions d'office
au chapitre 4. Chapitre 5, il s'agit des formalités propres aux sûretés mobilières. Les sûretés mobilières, c'est les garanties. Donc, nous avons aussi abordé ces formalités-là au chapitre 5. Au chapitre 6, les formulaires et actes du RCCM et du RSCO. Donc, il y a pour chaque nature, pour chaque formalité, nous avons, ou bien l'OADA, dans la pratique, a conçu des formulaires propres. Par exemple, pour les personnes physiques commerçantes, il y a un formulaire propre. Pour les personnes morales, il y a également un formulaire propre. Les sûretés également ont des formulaires selon l'objet qui est mis en garantie. Le chapitre 7, on a abordé le contentieux relatif aux formalités au RCCM et au RSCO, et nous avons terminé le chapitre 8 par l'immatriculation en ligne ou les formalités en ligne. Donc voilà de façon globale de quoi traite le guide pratique de gestion du RCCM et du RSCO dans l'espace web. Merci. Le guide intéresse particulièrement les greffiers et les responsables qui tiennent les deux registres, et y compris également le personnel des guichets uniques de création d'entreprise. Donc ça, principalement, c'est l'outil efficace pour les greffiers et le personnel des guichets uniques de création d'entreprise. Mais en dehors des deux, et si nous prenons par exemple l'appareil judiciaire, non, tous les praticiens de droit, commençant par les juges, les avocats, les notaires, les huissiers, donc, sont intéressés par ce guide, et à juste titre, parce qu'il y a d'informations très utiles pour le travail quotidien qu'ils abattent. Il y a également les services de renseignement des informations financières. Par exemple, au Togo, on parle de CENTIF. Et dans le cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux, ils ont besoin de ce guide-là pour s'informer de comment fonctionne le RCCM. Il y a d'autres publics cibles. Nous pouvons prendre également toute société ou toute institution qui sont impliquées dans le monde des affaires ont besoin de ce guide-là pour vraiment s'imprégner de comment est géré le RCCM. Maintenant, revenons à... D'abord, il faut noter que le registre de commerce et le registre de sociétés coopératives, c'est un registre de publicité. Un registre de publicité en ce sens que les informations qui sont consignées dans ces registres-là sont sacrées en termes d'opposabilité. C'est par la publicité ou la transcription des informations reçues dans ce registre-là que les tiers sont informés. Prenons un exemple, une société qui, par la tenue d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ont décidé de modifier par exemple la dénomination sociale de leur entité. Si cette information, bien que sanctionnée par un procès verbal d'AG, n'est pas déclarée, n'est pas publiée au RCCM, les tiers ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a un changement. Ils vont continuer par utiliser l'ancienne dénomination, ce qui n'est pas d'actualité. Mais une fois que la publicité est faite, ça rend l'information opposable à quiconque. Maintenant, les opérateurs économiques, s'ils sont bien informés de comment fonctionne le RCCM, ils vont connaître également leurs droits et leurs obligations. Par droit, les opérateurs économiques peuvent faire recours à une décision de rejet, par exemple, du greffier ou bien du responsable de la tenue du RCCM.
Cela sous-entend par exemple, si l'opérateur économique n'est pas satisfait d'une demande rejetée par le responsable de la tenue du RCCM, il peut l'attaquer devant la juridiction compétente. Donc ça, c'est un droit. Mais lorsqu'on ne connaît pas comment fonctionne le RCCM, il va se plaindre et dire n'importe quoi, que bon, on a rejeté ma demande. Mais étant ignorant du fonctionnement de ce registre, il ne peut pas faire valoir ses droits devant les autorités judiciaires compétentes. Donc ça, c'est un exemple de droit. Par rapport aux obligations, d'abord, l'immatriculation ou la publicité de toute formalité au registre de commerce et de crédit immobilier, c'est une obligation. Et lorsqu'on ne sait pas d'avance, on n'est pas bien informé, on peut exercer son activité commerciale à l'informel et cela est sanctionné. Donc voilà l'importance capitale que revêt l'information sur le fonctionnement des deux registres aux acteurs principaux, aux acteurs économiques et particulièrement les assujettis. Maintenant, sur le plan national et international, bien entendu, aujourd'hui, le registre de commerce, ou disons, parlons plutôt de la personnalité juridique des sociétés ou la qualité de commerçants, des personnes physiques commerçantes, n'est pas limité à l'échelle nationale, c'est international. Prenons tout simplement la notion de bénéficiaire effectif aujourd'hui. C'est une notion qui est débattue à l'échelle internationale et c'est justement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je peux vous donner des exemples. Même à Lomé ici, des gens m'appellent de l'Europe pour demander si telle société est réellement immatriculée, est-ce que les informations sont actualisées. Ils vont même jusqu'à demander des documents liés à l'existence juridique de ces entités-là. Et souvent, ils demandent l'extrait CAPIS qui retrace l'historique de la société dès la création jusqu'à la date de la demande. Donc voilà l'importance que revêt le fonctionnement de ces deux registres-là, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale.